Bonjour, nous allons reprendre l'examen de notre schéma si simple concernant l'air comprimé. C'est un schéma, je le rappelle et je le reproduis ici, qui comportait 3 compresseurs. On les représente par des boîtes, peu importe leur puissance, ça pourrait être des compresseurs standards, vis lubrifiés 7 bars. On va les appeler vis lub, des compresseurs qui sont tout à fait génériques, qui ont quand même, d'une marque à l'autre, des caractéristiques assez différentes sur la manière de réguler, on en parlera un peu. 3 compresseurs à vis lubrifiés, et ici on avait envisagé 3 usages assez particuliers et différenciés. Alors on les a choisis, comment? Un usage, vérin, les vérins pneumatiques, a besoin de pression. Il a beaucoup besoin de pression. Les chutes de pression ralentissent le fonctionnement de vérin. Les distributeurs souhaitent également avoir pas trop d'eau liquide, sinon ça ralentit le fonctionnement du distributeur et donc du vérin. Donc le vérin, c'est quand même un besoin de pression. Quelquefois, en présence d'eau, le vérin peut être gêné. Les vannes de régulation demandent essentiellement une bonne qualité d'air comprimé. Pas d'eau liquide, pas d'huile, pas de poussière. Il y a des systèmes bus-palettes dans ces vannes qui sont une régulation analogique, qui sont fortement affectés par la présence d'eau dans l'air comprimé ou de poussière. Ça peut bloquer le fonctionnement, ça peut faire un fonctionnement par à-coup, ça peut gêner la régulation. Et donc, un exemple de vanne de régulation pneumatique, c'est la vanne qui va réguler la pression dans un four de verrerie. Vous voyez, dans un four de verrerie, sur le carnot qui va vers la cheminée, traditionnellement, à un endroit où on va régler un peu. Alors ça peut se faire aussi en jouant sur les extracteurs, les ventilateurs. Dans des verreries, il y a quand même des moyens très complexes, voyez, puisque les fumées doivent être filtrées. Mais typiquement, vous avez des fours qui sont normalement sous dépression. On veut qu'il y ait une certaine dépression, mais pas trop de dépression, et on règle en quelque sorte le tirage de la cheminée. Vous comprenez bien que si cette vanne de régulation se bloque, on est très gêné, donc il ne s'agirait pas qu'il y ait de l'eau dedans, si la vanne en question est à l'extérieur et qu'elle se met à geler. Il y a eu des cas où certains de nos clients ont choisi d'alimenter ces vannes avec de l'azote cryogénique, de l'azote donc très pur et beaucoup plus coûteux que l'air comprimé, pour éviter le problème que posait le risque de gel, le séchage pouvant être défaillant. La troisième application, c'était des filtres à manches, décolmatés par air comprimé. Je dirais qu'on a choisi ces 3 applications parce qu'il fallait bien vous montrer la méthode, vous voyez. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est les applications que vous avez dans votre usine, évidemment. Et comme ça varie dans tous les cas, on a choisi quelque chose qui pourrait correspondre, par exemple, à une cimenterie. Ça, c'est des compresseurs qu'on peut trouver dans une cimenterie. C'est un schéma. Alors, nous avons dit qu'on n'allait pas trop spécifier ce qui se passe à l'intérieur de ce réseau, mais on peut imaginer ici, par exemple, quelque part, qu'il y a une étape qui assure un certain traitement de l'air. Traitement de l'air comprimé. On comprend très bien que le traitement de l'air comprimé, donc ce sont des filtres, des sécheurs d'air comprimé, éventuellement des désuileurs, certains désuileurs très poussés qu'on appelle des filtres catalyseurs, qui vont transformer l'huile en vapeur d'eau et en CO2. Le traitement de l'air comprimé, c'est une étape où il va bien falloir qu'on fasse quelque chose. Pourtant, ici, on ne va rien en dire de trop précis. Pour l'instant, c'est une partie inconnue. On aura sans doute, à la sortie de ça, besoin d'un réseau de distribution. Ici aussi, on va laisser tout ça, pour l'instant, dans l'inconnu, comme les zones blanches des cartes du XVIe siècle, au moment de l'exploration de la Terre. On va néanmoins, notre méthode sera de préciser chacune de ces étapes dans les prochains cours. Okay ?
après un réseau de distribution, on pourra avoir quelque part un système de comptage. On peut très bien avoir un comptage. On ne va pas trop en parler pour l'instant. On pourrait imaginer d'avoir encore un traitement de l'air sur certaines, par exemple ici, un traitement de l'air final, vous voyez. On ne va pas rentrer trop dans ces détails. On va supposer qu'à l'issue de ce périple, l'air arrive aux utilisations et on va commencer à se poser quelques questions conformes à nos trois critères. On appelle ça des critères. Le premier critère, c'était l'énergie. Le deuxième critère, c'était la stabilité de la pression. On a parlé de chute de pression. Le troisième critère était la qualité de l'air comprimé. Alors évidemment, comme l'essentiel de l'installation à ce stade est inconnu, on va seulement commencer à dire des choses là-dessus. On va essayer de dire des choses seulement sur les trucs qu'on connaît, qu'on voit. On a vu ces trois utilisations, ces trois usages de l'air comprimé, et on a vu ces trois compresseurs. Et on n'a rien vu d'autre. Oui, à peu près rien vu d'autre. Est-ce qu'on peut dire quelque chose d'intelligent et est-ce qu'on peut faire des mesures utiles? Alors moi je dis oui. Je proposerai déjà au niveau de l'énergie la mesure de ce qu'on appelle la courbe de durée de charge de chacun des trois compresseurs. Ça consiste à mettre ici une mesure de puissance sur chaque compresseur. On appelle ça un analyseur de puissance électrique. Nous utilisons une quinzaine d'analyseurs Chauvin-Arnoux CA 83 35, je crois. Ce sont des analyseurs qui sont équipés de prises d'intensité flexibles. Je crois qu'on appelle ça des Amflex. C'est plutôt Romain Gressier qui fait ces mesures aujourd'hui. Alors, ces trois mesures vont permettre d'avoir la courbe de durée de charge, même si on n'avait rien d'autre. La courbe de durée de charge, en anglais ça s'appelle la load curve, était donnée dans le passé par certains analyseurs de puissance. Si ce compresseur est à pleine charge, la courbe de durée de charge pourrait ressembler à quelque chose comme ça. C'est le genre de choses qu'on analyserait. Donc ça, c'est un nombre d'enregistrements, donc ou de secondes. Et là, c'est une puissance en kilowatts ici. Et la courbe de durée de charge consiste à prendre les enregistrements, ce qu'on appelle la courbe temporaire, et à les trier par ordre décroissant. Donc ici, si ce compresseur-là, ici on a par exemple 100 kW, vous voyez, il a été pendant un bref instant à pleine charge, en tout cas à 100 kW, et puis le reste du temps, il était un peu moins, on voit que ça baisse, et puis ici, il y a un moment où il était peut-être en train de passer à vide et de s'arrêter, vous voyez. Le deuxième compresseur va avoir peut-être une courbe très différente, courbe de durée de charge. On peut imaginer de trouver sur ce compresseur quelque chose qui ressemble à ça. Un compresseur qui prend assez rarement la charge et qui tout le temps reste à vide, vous voyez. On pourrait imaginer que le troisième compresseur, qui est supposé être un compresseur de secours, démarre un petit peu de temps en temps. Vous voyez, il démarre un peu de temps en temps, il fait un peu de marche à vide et il s'arrête. C'est le genre de choses qu'on peut trouver. Alors, c'est intéressant de savoir que ces courbes de durée de charge, avec ici, donc, on va dire que c'est des heures de marche, des heures, des nombres d'enregistrements. Là, c'est des kilowatts. La surface, on prend des kilowatts et on les multiplie par des heures, ça fait des kilowattheures. On est donc dans notre premier critère qui est l'énergie. Les compresseurs à vis lubrifiée sont des compresseurs qui consomment en marche à vide, par exemple ici, on pourrait dire que ça c'est la marche à vide, à peu près 35 à 40% de la puissance qu'ils consomment à pleine charge à 7 bars. Voilà. Donc, l'absence de marche à vide, ou le fait qu'il n'y ait pas trop de marche à vide, va être un important élément du calcul de la consommation d'énergie et de la recherche d'économies d'énergie, qui peuvent passer entre autres, par exemple, par un meilleur dimensionnement, avoir des compresseurs de puissance échelonnée pour que on n'ait pas un compresseur qui démarre trop souvent. Vous voyez, il faut que les deux compresseurs engagés théoriquement soient suffisants. S'il démarre trop souvent, c'est peut-être que le réservoir tampon est insuffisant. On va commencer à se poser des questions et examiner si sur l'installation il y a des réservoirs tampons suffisants. On va mesurer la durée du cycle de régulation, ça c'est sur les courbes temporelles qu'on enregistre seconde après seconde. Vous voyez qu'ici, la campagne de mesure ici de l'électricité a un sens.
Elle a un sens qui va être amélioré si on mesure en outre, quelque part, en général ça se mesure, on va mettre ça à l'entrée du réseau de distribution, hein, on va le mettre ça ici, une mesure de pression. La pression vous donne une idée de, si elle est un petit peu variable à cause de la plage de régulation, eh bien il est normal que l'électricité varie aussi. Une partie donc de l'inclinaison de cette courbe sera liée à la variation de la pression. Un capteur de pression, c'est très peu coûteux, on va se mesurer une petite pression au minimum. On peut être amené à mesurer deux autres choses. Des débits. Donc les débits, on va l'appeler ça cube, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent en français, ce sont des mètres cubes par heure. On peut installer 3 débitmètres pour vérifier quel débit le compresseur donne quand il est en charge. Ça peut être une mesure ponctuelle pour connaître les performances individuelles de chaque compresseur. On va compléter ça par peut-être une mesure plus proche. L'idéal, ce serait de mesurer la pression et la température ici, P et T, qui vont permettre de calculer ce qu'on appelle un débit corrigé. On peut quelquefois mesurer P et T à l'aspiration des compresseurs. Ça permet de corriger le débit, non pas en normes au mètre cube, mais aux conditions des compresseuristes selon ISO 5167, pardon, ISO 1217, la mesure pouvant être faite au moyen de tubes de Venturi, par exemple, sinon par tout moyen. Voilà. Quand on a fait tout ça, on a une campagne de mesure qui fait beaucoup penser à une campagne de mesure de compresseuristes. On ne s'est occupé que des compresseurs. C'est le genre de campagne de mesure qui va être également utile pour un exploitant pour faire une offre de contrat. L'industriel, lui, va s'intéresser à d'autres aspects. Il va examiner certainement la consommation, corrigée sans doute en pression et en température, de certains de ces usages. Vous voyez, typiquement, le filtre à manche est un truc qui sera intéressant à mesurer. Parce qu'il peut y avoir des fuites internes importantes. Les vérins, un peu moins. Les vannes de régulation, pratiquement pas du tout. C'est plutôt la pression qui est importante. Et il va peut-être mesurer la pression à certains endroits. Voilà. Nous avons traité ici schéma et mesure du schéma le plus simple, en commençant à parler un peu de l'énergie, qui est mesurée ici. Les courbes de durée de charge nous donnent une indication sur ce qu'on pourrait économiser. On comprend que des fuites d'air comprimé peuvent augmenter cette consommation d'énergie, que donc ça vaut la peine de voir comment ça fonctionne. On comprend enfin qu'il peut y avoir des différences de pression entre le refoulement des compresseurs et l'arrivée sur les usages, à cause de pertes de pression sur le traitement d'air, sur le réseau de distribution et sur les comptages. Voilà. Nous allons terminer aujourd'hui ce petit enregistrement, et vous donner rendez-vous pour la stabilité de pression dans le prochain.